quand on lit Lovecraft, on se rend compte à quel point on n'est rien du tout. Et ça fait toujours peur, nous les êtres humains qui nous pensions si importants, de se rendre compte qu'en fait, on n'est vraiment rien du tout. C'est une nouvelle que Lovecraft présentait comme un de ses textes les plus terrifiants. D'ailleurs, il a écrit, Lovecraft a entretenu une correspondance énorme avec plein d'auteurs de son temps. C'est ce qui le rend si intéressant. Et il a expliqué que l'éditeur du magazine Weird Tales, que Lovecraft, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un auteur américain qui est né en 1890, il est mort en 1937, et toute sa carrière d'auteur, il l'a passé dans des revues de littérature fantastique populaire, qu'on appelait des pulps, tout simplement parce que les magazines étaient imprimés sur de la pulpe de papier. C'était des magazines d'assez mauvaise qualité, même si on en trouve encore qui ont résisté au temps. Mais donc, c'était des magazines assez populaires. Et donc, son œuvre littéraire a été publiée dans des magazines, et notamment dans un magazine qui s'appelait Weird Tales, Histoires étranges. Et l'horreur de Dunwich a été publié dans Weird Tales, et Lovecraft pensait que son texte était tellement épouvantable que l'éditeur du magazine allait peut-être le refuser. Pourtant, c'était un magazine dans lequel on publiait de nombreuses histoires d'horreur avec des extraterrestres, des jeunes femmes en détresse, des invasions venues d'un autre monde. Et pourquoi Lovecraft pensait que cette nouvelle était peut-être plus terrifiante que les autres? Eh bien, d'abord parce qu'elle se passe dans un village de la campagne de Nouvelle-Angleterre, un village dégénéré, consanguin. C'est un peu un texte qui, j'exagère un peu, mais qui va créer la folk horror, vous savez, ce genre qui fait peur avec des choses qui se passent dans les campagnes. Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont revenus sur ce genre. Il y a The Wicker Man, qui est un film qui était sorti il y a des années, qui a eu droit à son remake, mais d'autres films récemment qui traitent de cette horreur qui se passe dans les campagnes, dans les fermes, dans les petites villes abandonnées, perdues au milieu de collines trop arrondies, trop étranges et trop boisées. Donc c'est le premier argument assez terrifiant. Et puis Lovecraft, dans l'horreur de Dunwich, va convoquer non seulement de la sorcellerie, c'est un thème qui vient souvent chez lui avec des vieux grimoires rongés par les vers, et puis quelque chose d'assez sexuel dans l'intrigue de Lovecraft. Je ne vais pas tout raconter, mais il y est question d'union charnelle entre une jeune femme albinos de ces familles dégénérées consanguines des campagnes de Nouvelle-Angleterre et d'une créature venue d'un autre monde. Et ça quand même, ça n'est pas très courant, et cette union charnelle va donner naissance à l'horreur de Dunwich. Donc voilà un peu de quoi ça parle, sans vouloir trop déflorer l'intrigue. Comment Lovecraft aurait pu se présenter? Je pense qu'il aurait dit qu'il est un auteur d'épouvante cosmique matérialiste. C'est-à-dire, et c'est ça qui rend Lovecraft très important dans l'histoire de la littérature, c'est qu'il est le premier auteur d'épouvante matérialiste. Jusqu'à Lovecraft, il y a évidemment bien entendu plein d'auteurs qui faisaient peur, mais souvent, la peur est provoquée par la religion. Donc, par la vie après la mort, par Dieu, par le diable, surtout qui est l'incarnation de toutes les sorcelleries. La vie après la mort, c'est lié à la religion. Donc, c'est lié à un monde des idées, un monde de la religion au sens large. Et Lovecraft va être le premier à raconter une horreur matérialiste, c'est-à-dire basée sur la science. Voltaire, il était athée, il ne croyait pas en Dieu depuis qu'il est tout petit. Il s'intéresse aux découvertes scientifiques, aux nouvelles régions qu'on explore, aux étoiles qu'on découvre. C'est un dingue d'astronomie, pas d'astrologie, d'astronomie. Et il va créer une horreur dont les causes sont matérielles, c'est-à-dire elles ne sont pas liées à la religion, à Dieu ou au diable, et elles sont essentiellement liées à des créatures ou extraterrestres ou qui coexistent dans des plans d'existence différents du nôtre. Et ces créatures extraterrestres ou extradimensionnelles interviennent dans notre monde, c'est-à-dire elles ont peut-être créé la vie sur notre planète, elles sont peut-être encore là, en train de dormir depuis des siècles dans des cités englouties ou cachées dans des glaces sous l'épaule, et elles peuvent intervenir dans notre monde. Donc ça, c'est le premier aspect, une horreur matérielle qui n'est donc pas liée à Dieu. Mais là où les histoires de Lovecraft font vraiment peur, c'est qu'il insiste sur l'inanité de l'espèce humaine. Nous sommes des créatures infinitésimales, minuscules, sur un atome de boue qui tourne autour d'un minuscule soleil, quelque part au bout d'une toute petite galaxie sans aucun intérêt, et nous ne sommes absolument rien à l'échelle de l'univers. Nous n'avons aucune importance, et certainement pas pour les créatures gigantesques, tentaculaires peut-être, qui existent autour de nous. Et ça, non seulement Lovecraft a eu une intuition géniale, parce que c'est vrai, nous sommes effectivement des toutes petites créatures sans importance, même dans l'histoire de notre planète. Mais notre planète elle-même, dans l'histoire de l'univers, n'est vraiment pas grand-chose. On est la périphérie de tout et n'importe quoi. Et ça, c'est une peur terrible, parce que quand on lit Lovecraft, on se rend compte à quel point on n'est rien du tout. Et ça fait toujours peur, nous les êtres humains qui nous pensions si importants, de se rendre compte qu'en fait, on n'est vraiment rien du tout. Cette collection, on est parti quand même sur quelques nouvelles
Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est née? Moi, je suis un grand lecteur de Stephen King. Donc Stephen King, je le lis en anglais. Et ça fait des années qu'en tant que journaliste et chroniqueur littéraire, je compare les livres anglais que je lis, enfin américains dès qu'ils sortent aux États-Unis, et puis les traductions françaises publiées généralement chez Albin Michel, chez nous. Et je compare les deux textes et je constate à quel point les deux textes sont très différents. Le niveau de langage n'est pas le même, les phrases ne sont pas tournées de la même manière, les verbes ne sont pas les mêmes, il y a parfois des parties qui manquent. Ça, c'est plus rare aujourd'hui que dans les années 80, mais ça arrive encore. À chaque fois que je préviens l'éditeur, Albin Michel, en disant, vous savez, maintenant, les lecteurs d'aujourd'hui, ils lisent aussi en anglais et ils constatent que ce que vous publiez en français n'est pas exactement que Stephen King a écrit. Est-ce que c'est grave ou pas? Moi, ça me dérange. Moi, quand je lis Stephen King en français, j'ai envie de lire Stephen King et pas un texte qui a été transformé par un traducteur, aussi talentueux soit-il. Attention, quand je parle ici de traductions qui ne me plaisent pas, je ne parle certainement pas de leur mérite littéraire, je parle vraiment de leur fidélité au texte d'origine. Ce sont deux choses, à mon avis, assez différentes. Et il se fait que Stephen King, j'adorerais le traduire, mais je n'ai pas les droits, évidemment. C'est Albin Michel qui en dispose en français, donc je ne vais pas le traduire moi-même. Et puis, à la fin de l'année 2024, Lovecraft a eu le grand honneur posthume d'être publié aux éditions de la Pléiade. Vous connaissez ces magnifiques livres, la plus prestigieuse maison d'édition française, et j'avoue que j'ai été vraiment, c'est bête, mais c'est tout à fait vrai, j'ai presque eu les larmes aux yeux quand j'ai vu le nom de Lovecraft imprimé sur un volume de la Pléiade, parce que Lovecraft, il n'a pratiquement jamais été publié en livre de son vivant. Il y a eu quelques anthologies, une en Angleterre, une aux États-Unis, mais il n'a jamais eu vraiment un livre avec son nom dessus, et le voir aujourd'hui publié dans la plus prestigieuse maison d'édition française, c'était très touchant. Et donc, à cette occasion, j'ai relu quelques pages de nouvelles de Lovecraft, traduit donc pour Gallimard dans les éditions de la Pléiade, et je me suis dit, mais tiens, ça ressemble pas du tout aux souvenirs des textes que j'avais lus quand j'étais ado ou à l'UNIF. Donc, je suis allé vérifier des autres textes que j'avais en français. De fait, ça ressemblait pas du tout. Et j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire. J'ai pris mon gros volume de Lovecraft en anglais, parce que j'en avais un que je gardais dans ma bibliothèque, mais je ne l'avais pas encore lu. Je l'ai ouvert. J'ai commencé par The Call of Cthulhu, qui est la nouvelle la plus connue de Lovecraft. Et j'ai juste un exercice purement visuel. J'ai pris le texte anglais, et j'ai pris mes 4 traductions françaises, en tout cas celles que j'avais à la maison. Il y en a d'autres, mais moi j'en ai 4. J'avais donc celle de la Pléiade, celle de Robert Laffont, celle des éditions Nemos et celle des éditions Bragelonne. Et j'ai comparé le début de l'Appel de Cthulhu dans chacune de ces versions avec le texte original. Et ne me croyez pas à y vérifier, aucune des 4 traductions ne correspondait fidèlement, attention, de nouveau, avec toutes les précautions d'usage, je parle de fidélité, ne correspondait au texte de Lovecraft. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, c'est pas les mêmes mots. Il y a des mots qui changent. Par exemple, un mot comme ocean devient mer, un mot comme island devient îlot, un mot comme miséricordieux devient pitoyable, ce qui est exactement l'inverse. La ponctuation n'était pas respectée, ce que je trouve vraiment embêtant quand on parle de littérature, parce que la ponctuation d'un auteur, c'est son rythme, c'est son chant, c'est sa langue, et aucune de ces 4 traductions ne respectait ça. Alors je me suis dit, c'est qu'il y a un problème avec le texte de Lovecraft. Je vais essayer, moi, juste pour rigoler, de traduire l'Appel de Cthulhu comme Lovecraft l'a écrit. Peut-être que c'est impossible et que c'est donc pour ça que les traducteurs traduisent autrement. Donc j'ai essayé moi-même, je dis, bah, non, ça marche, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout du texte, je l'ai relu et je me suis dit, bah, ça fonctionne et ça ressemble vraiment à ce que Lovecraft a écrit. Et donc là, j'avoue, j'en ai parlé à mon éditeur Lamirois, chez qui j'ai eu le plaisir de publier déjà quelques livres musicaux. Je lui ai envoyé le texte en disant, écoute, voilà ce que je viens de faire. J'ai traduit l'Appel de Cthulhu. Il se fait que je pense que ça fonctionne, que c'est une démarche qui, à mon avis, est intéressante. Et Lovecraft, il est libre de droit, puisqu'il est mort en 1937. Tout le monde peut s'emparer des textes de Lovecraft. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, il y a plein de bandes dessinées, de films, de jeux vidéo. On peut faire ce qu'on veut avec Lovecraft puisqu'on ne doit plus rien payer à personne. Et donc, on pourrait publier l'Appel de Cthulhu. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, vas-y, fonce. Et tant qu'à faire, si tu veux en traduire d'autres, vas-y. Et donc, j'en ai traduit ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième. Et Éric Lamirois m'a proposé de publier toute l'œuvre de fiction de Lovecraft, qui n'est pas si considérable. C'est un fort volume, mais c'est pas, voilà, c'est humainement possible. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette traduction intégrale de l'œuvre de Lovecraft, en tout cas en fiction sous son vrai nom. Et l'idée était de publier à la base une série de petits livres pas trop chers, donc nouvelle par nouvelle, un livre tous les 2 mois, un peu comme Lovecraft, parce que Lovecraft, il publiait une nouvelle tous les mois ou tous les 2 mois ou presque, les bonnes années, dans des revues populaires. Donc, on a gardé la même idée. Alors, évidemment, ce que j'ignorais à l'époque quand on a commencé cette série, c'est que j'irai jusqu'au bout, ce qui fait que maintenant, ça va faire quand même pas mal de livres. Et même si les livres sont pas chers, pour ceux qui voudraient acheter toute la collection, ça fera
somme d'argent que j'avais pas imaginé en me lançant dans le projet. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Donc, mais en tout cas, chaque livre indépendant, lui, n'est pas très cher. Et donc, libre aux lecteurs de choisir le livre qui les intéresse. Quelle est la première phrase ou le premier texte de Lovecraft où tu t'es dit, ça va être un chantier, outre le premier mot de l'appel de Cthulhu? Eh bien, en fait, j'ai cru que ce serait un chantier parce que comme j'ai beaucoup lu Lovecraft depuis que je suis ado, quand je lisais les textes, notamment chez Robert Laffont, le français me paraissait mais extrêmement compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'avais pas encore lu Lovecraft en anglais. C'était tellement compliqué déjà en français que je m'étais dit, OK, Stephen King, je peux le lire, pas de souci. Mais Lovecraft, c'est même pas la peine d'essayer. C'est pour ça que mon livre était resté bien au chaud dans ma bibliothèque. Et puis, j'avais lu notamment je parlais des traductions de Mnemos. C'est une traduction qui a été réalisée par David Camus, hein, qui a traduit intégralement, lui, l'œuvre de Lovecraft, y compris une partie de la correspondance, mais les nouvelles qu'il a publiées sous d'autres noms. C'était publié via crowdfunding chez Mnemos. Et moi, j'avais participé au crowdfunding tellement j'étais impressionné par cette démarche. Et il se fait que quand j'ai reçu les livres, j'ai pas lu, j'en ai un ici. Hein, c'est très beau livre. Hein, ça, c'est Les Montagnes hallucinées. Vraiment très très beau livre. Et je l'avais chroniqué d'ailleurs à l'époque en radio et en télé. C'est vrai, sans avoir lu tout ce qu'il avait traduit, mais j'avais lu toutes ses préfaces. Et lui expliquait dans ses préfaces, David Camus, à quel point ça avait été difficile de se plonger dans la langue de Lovecraft. Ça avait été difficile de se plonger dans la tête de Lovecraft. Lovecraft qui était raciste, c'est vrai, antisémite, c'est vrai en partie. Et que ça avait été donc un exercice très compliqué. Et donc je m'étais dit, quand je vais commencer à traduire l'appel de Cthulhu, ça va être compliqué et affreux. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai pris un pied, mais énorme. Non seulement c'est pas du tout compliqué à traduire, parce que contrairement aux traductions françaises, Lovecraft a un niveau de langage qui est beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais. C'est un peu plus compliqué que Stephen King. Les phrases sont un peu plus empoulées. Il y a beaucoup d'adverbes, mais ça reste un anglais que je trouve assez accessible avec un bon dictionnaire en ligne. On peut s'en sortir sans problème. Et surtout, quel plaisir de traduire ces histoires. Donc, à aucun moment donné, finalement, je me suis dit, non, c'est trop difficile pour moi. Si ça avait été trop difficile, je me serais même pas. J'avais déjà traduit d'autres romans, un roman, tu l'as cité, Le poète en exil de Raymond Zarek, le claviériste des Doors, ou les mémoires d'Alan Graham, le beau-frère de Jim Morrison. Donc j'avais déjà un petit peu d'expérience de traduction. Mais si j'avais éprouvé des difficultés face au texte de l'appel de Cthulhu, je ne me serais pas lancé plus loin dans l'exercice. Mais ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraissait. Alors, ce qui est compliqué, c'est que des structures de phrases de Lovecraft sont parfois assez complexes et j'aime bien respecter sa structure pour conserver sa voix, son flux, son chant. Mais ce sont presque des jeux intellectuels de reconstruire les phrases, de garder ses virgules aux mêmes endroits, ses points-virgules, parce qu'il adore les points-virgules, Lovecraft. Il met finalement assez peu de virgules, ce qui rend ses phrases très longues. Mais c'est un vrai plaisir, c'est extrêmement ludique. Alors, je ne suis pas un traducteur professionnel, mais je pense qu'il n'y a rien de plus agréable de se glisser dans la tête de l'auteur en plongeant dans son texte. Forcément, c'est impossible d'être plus proche de Lovecraft que ça, que de traduire son texte, de se plonger dans ses mots et dans ses phrases. Et c'est un plaisir, c'est pas une difficulté, c'est un plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on aime un auteur, on aime aussi ses défauts. Et donc, ça me dérange pas. Enfin voilà, je suis pas là pour changer son texte, puisque justement, les traducteurs qui m'ont précédé et qui sont des grands anciens, c'est le cas de le dire, de la traduction, ont fait un travail, à mon avis, de sublimation du texte, ce qui est leur droit absolu. Voilà, c'est juste. Moi, je ne veux pas lire ça. En tout cas, aujourd'hui, à mon âge, j'ai envie de lire ce qui ressemble le plus à ce que Lovecraft a écrit parce que j'aime profondément Lovecraft. Et j'ai envie de lire Lovecraft. Donc, il ne s'agit certainement pas de changer ce qu'il a écrit. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, s'il utilise un verbe simple comme to have ou to be, eh bien, je garde avoir et être. Je ne vais pas changer. S'il parle de thing, de chose, je ne vais pas mettre entité tentaculaire. Je vais garder chose. Là où beaucoup d'autres traducteurs, parce que parfois, il m'arrive de faire des coups de sondage le moins possible, parce que j'ai quand même un peu peur de me comparer, donc de temps en temps, parfois, je vais voir sur certaines phrases comment mes prédécesseurs ont travaillé, et je me dis, oui, ok, parfois c'est un peu la même chose, et puis parfois, non, ils ont vraiment beaucoup trop changé, et moi, je ne veux pas faire ça. Donc, je reviens vite dans mon texte, j'oublie ce que j'ai vu, et je reviens sur Lovecraft. Donc, non, il n'y a aucune tentation de changer ce que Lovecraft a écrit. Je suis super flatté que mon nom soit sur le livre, mais en fait, c'est injuste. C'est quand même déjà assez rare que le nom du traducteur soit sur la couverture du livre. Alors, je suis très honoré qu'Éric ait eu cette idée. C'est pas moi qui ai demandé, hein, mais je suis super content. Mais ce qui est important, c'est le nom de Lovecraft. Et c'est Lovecraft qui a fait tout le boulot. Moi, je fais juste que le traduire en français. Et c'est vrai que peut-être, ça vaudrait la peine, je n'ai pas les compétences linguistiques, mais ça vaudrait la peine d'établir une comparaison générale des traductions dans les autres langues. Prendre un roman américain et vérifier comment les Italiens, les Allemands, les Français l'ont traduit. Et je pense que les Français sont ceux qui s'écartent le plus du texte original. Il suffit de voir les titres. Hein. Généralement, rien que les titres en français sont déjà très très loin des titres originaux, là où les Italiens ou les Allemands, à mon avis, sont plus fidèles. Est-ce que tu as déjà eu des passages en traduisant où ça t'est mis mal à l'aise?
justement, parce qu'il y a des passages complètement compliqués, hein, parfois durs à Hum, lire. Alors, si tu parles des passages racistes de Lovecraft, oui, alors ça m'a pas mis mal à l'aise parce que je le savais. Donc effectivement, Lovecraft était un auteur du début du XXe siècle qui a vécu toute sa vie C'est une dans un milieu époque. de... C'est pas une... je n'excuse pas Lovecraft, hein, je constate simplement qu'il était Mhm, dans un milieu bien sûr. WASP, hein, de White Anglo-Saxon Protestant, hein, on connaît cet univers-là. C'est un homme qui a eu peur toute sa vie, Lovecraft. Donc il a eu peur du futur, il a eu peur des villes, il a vécu à New York, ça s'est très mal passé. Il a eu peur des femmes. Il a plus, on le présente souvent comme le reclus de Providence. Ça, c'est pas du tout exact. Il s'est quand même pas mal déplacé. On est d'accord, on parle de la côte est américaine, hein. Il n'a pas fait le tour du monde, mais il était jusqu'au Canada. Il a visité des villages dans les campagnes, hein, qui l'ont notamment inspiré pour son horreur à Dunwich. Donc il n'était pas aussi reclus qu'on l'imaginait. Il avait beaucoup d'amis virtuels, des correspondants. Il écrivait, il échangeait avec beaucoup de gens, donc il avait plein de contacts, même s'il ne les voyait pas forcément tous en vrai. Mais c'est un homme qui avait peur. Et il avait aussi peur des étrangers. Ça, c'est évident. Et donc, dans la prose de Lovecraft, il y a le mot nègre qui revient de temps en temps. Il y a des étrangers aux yeux bridés qui sont inquiétants, des quartiers populaires de New York où les gens sentent mauvais, des marins un peu trop bronzés sur les quais pourris des ports new-yorkais. Donc oui, ça c'est là, mais il se fait que je le savais. Donc est-ce que ça m'a pas dérangé parce que j'étais au courant? Maintenant, c'est vrai que c'est jamais très agréable d'écrire ce genre de choses. Est-ce que j'ai changé ce qu'il a écrit? Bah non. J'ai laissé Mais c'est une exactement les mots époque, qu'il c'est utilise. C'est comme ça. représentatif d'une Mais époque. oui, voilà, c'est un homme qui avait peur. Il était raciste. Son racisme s'est adouci au fil du temps, je dirais. Il a pris, même s'il n'a pas vécu très longtemps, le racisme de certaines des nouvelles. Il y a notamment une nouvelle qui s'appelle L'horreur de Red Hook, qui part de l'idée qu'un policier blanc doit aller enquêter sur des rites cruels pratiqués par des immigrés dans un quartier de New York qui s'appelle Red Hook, et ça va se terminer en catastrophe. C'est peut-être le texte le plus raciste de Lovecraft, parce que de fait, les étrangers qui sont là, mais même si c'est un racisme descriptif. Attention, c'est pas un racisme politique, hein, chez Lovecraft. Lovecraft n'a Oui, oui, aucun tout à fait. message politique. Il décrit des gens qui, pour lui, ont un regard inquiétant parce qu'ils ont des yeux bridés, parce qu'ils sentent mauvais, ça oui. Mais et de nouveau, c'est pas une excuse, hein. Attention, je justifie pas, mais Mhm. c'est un racisme de description et un racisme de peur. Lovecraft ne s'est jamais engagé en politique. Il a écrit des textes un peu favorables à Mussolini, où il était loin d'être le seul à l'époque en Europe, et il est mort en 1937, donc bien avant que Hitler mène la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait déjà évidemment plus que des indices. Et donc il n'a pas connu tout ça. Il se moquait d'Adolf Hitler, il était plus fan de Mussolini, je l'ai dit. Et donc ce racisme est là, et c'est vrai que c'est parfois un peu dérangeant à traduire. Si tu pouvais lui poser une question à Lovecraft, ça serait laquelle? Oh, ça c'est une très bonne question. Euh, hmm. C'est pour ça que je te la pose. Oui, ouais, c'est une excellente. Si j'avais pu poser une question à Lovecraft. Euh, les traducteurs français ont une vision très psychanalytique de Lovecraft dès le début. Donc Lovecraft a d'abord connu un immense succès en France grâce aux traductions françaises. Donc même si aujourd'hui je leur critique, je leur reproche de ne pas être assez fidèle, c'est quand même grâce aux traductions françaises de Jacques Papy, et qu'on a peut-être tous lu quand on était ado, qu'aujourd'hui Lovecraft est évidemment très connu en France et en Belgique, mais aussi aux États-Unis. Mais ils ont eu une lecture très psychanalytique de Lovecraft, et notamment ils voyaient dans ces créatures tentaculaires au visage de pieuvre comme Cthulhu une représentation apeurée du sexe féminin. Je n'y crois pas du tout. Mais si je pouvais le rencontrer, peut-être, c'est peut-être pas la toute première question, mais peut-être que j'ai demandé, mais finalement, Lovecraft, Howard, puisqu'on est entre nous, est-ce que vous avez voulu parler de votre peur du corps des femmes avec Toulouse ou pas du... Moi, je pense que pas du tout, hein. Je pense que c'est assez clair dans son texte, où vous avez mis en scène des créatures auxquelles vous ne croyez pas du tout et que vous décrivez même en souriant. Donc, ce serait deux questions. Est-ce que vous avez à ce point peur des femmes pour que vous les transformiez en créatures tentaculaires avec un visage de poulpe, ou en fait, vous êtes beaucoup plus drôle qu'on ne l'a cru? Est-ce qu'en fait, vous n'avez pas Ouais, c'est ça. écrit beaucoup de choses en souriant? Et moi, j'ai l'impression qu'il était Il beaucoup est plus drôle. drôle que ce qu'on l'a imaginé jusqu'ici. Est-ce qu'il fait peur encore aujourd'hui, Lovecraft, avec tout ce qu'on connaît? Je pense qu'il peut encore effrayer parce qu'il y a une telle ambiance, il y a une telle odeur, une telle atmosphère dans les textes de Lovecraft. Il y a le côté désuet. Forcément, les histoires se passent généralement entre le début du XXe siècle et la fin des années 20, années 30. Donc c'est un contexte qui n'est plus le nôtre. Mais il y a un côté extrêmement délicieux dans son écriture qui nous met dans des situations qui sont tellement délirantes et angoissantes. Ça se termine toujours mal, hein, les Lovecraft. Hein, ça se termine toujours par la folie ou par la mort des personnages principaux. Il y a quelque chose, je pense, de fondamentalement terrifiant
pas tant par ce qui se passe, parce que souvent, quand on lit un texte de Lovecraft, l'histoire est terminée, nous est racontée par un survivant à moitié fou ou par des coupures de journaux. Donc, on sait que l'humanité est encore là à la fin de la nouvelle, puisque quelqu'un prend la peine de nous raconter l'histoire. Mais il y a cette telle peur, on en parlait au début, cette telle peur du fait que l'être humain soit si peu important et si peu d'importance face à des forces qui nous dépassent et des forces qu'en plus la science nous montre aujourd'hui, puisque de fait, on sait qu'on est peu de choses dans l'univers. On sait que la présence humaine sur cette planète, elle est assez récente et elle se terminera peut-être bientôt et c'est pas grave, il y aura autre chose après ou il y aura rien. Cette peur philosophique, elle est au centre de Lovecraft et je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, je pense pas qu'on va lancer le livre au loin parce qu'on a tellement peur qu'on n'ose pas aller jusqu'à la page suivante. Par contre, il y a quand même des descriptions. On présente souvent aussi Lovecraft, ça c'est vrai que ça m'a surpris en traduction, on présente souvent Lovecraft comme l'auteur de l'indicible, c'est-à-dire un auteur qui ne décrit jamais rien. Alors c'est vrai, c'est faux. Il y a un truc de narration, où souvent il va utiliser des phrases comme je ne dirais pas comment je pourrais décrire tel personnage ou la langue ne permettrait pas de le faire. Ça c'est vrai. Mais il y a de nombreux cas où il décrit très précisément des créatures horribles. C'est le cas dans l'horreur de Dunwich, on ne va pas tout raconter, mais il y a une description jusqu'à la couleur des vaisseaux sanguins dans le corps d'une créature monstrueuse, où là, dans Herbert West Réanimateur, c'est encore plus fort, où là, il y a vraiment des descriptions très très fortes et très visuelles. Donc Lovecraft n'est pas du tout que l'auteur de l'indicible, et ça, je l'ai redécouvert en le traduisant. Lovecraft a bientôt 100 ans. Or, il s'est passé des choses en 100 ans. Et quelle est son influence actuelle pour ceux qui ne le connaissent pas? Parce que finalement, il y en a plein. Il y en a plein. Alors déjà, Cthulhu, le personnage de Cthulhu est une figure de pop culture qu'on croise à la fois sur des t-shirts, sur des pins, dans des jeux vidéo, dans le cinéma et même lors des élections américaines, parce qu'à chaque élection américaine, si vous êtes un peu attentif, vous verrez qu'il y a une candidature de Cthulhu, Cthulhu for President. Ça ressort chaque année. Il y a des badges qui sont publiés, il y a des t-shirts. J'en ai eu un il y a longtemps, mais donc voilà, Cthulhu est là dans la pop culture. Ça, c'est la première chose. En littérature, évidemment, il a influencé des auteurs comme Stephen King, comme Peter Straub, comme Clive Barker. Toute une génération d'auteurs majeurs aujourd'hui revendiquent l'héritage de Lovecraft. Dans le cinéma aussi, le cinéma d'horreur a beaucoup utilisé Lovecraft. Tu parlais de Reanimator de Brian Usna et Stuart Gordon, qui a adapté de Lovecraft, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a encore eu, je n'ai malheureusement pas vu, mais le film La couleur tombée du ciel, The Color Out of Space, plutôt, je ne l'ai pas traduit comme ça, mais La couleur sortie de l'espace, The Color Out of Space, avec Nicolas Cage, c'était il y a quelques années. Apparemment, c'était un film remarquable. Donc, il a aussi percolé jusque dans le cinéma. Et puis, en musique, il y a un groupe de rock des années 60 qui s'appelait H.P. Lovecraft. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans les années 67-68, il y a eu 2 albums du groupe H.P. Lovecraft où ils ont chanté notamment des morceaux inspirés d'une nouvelle qui s'appelle The White Sheep. Donc c'est une ambiance très psychédélique, mais voilà. Et puis jusqu'à Metallica, bien entendu, il y a réalisé un instrumental de Call of Cthulhu. Oui, aussi, voilà. Donc il y a plein de choses. Arkham, évidemment, Arkham dans Batman. On enferme Arkham, tous ça les vient de la monstres ville. Voilà, c'est l'asile chez Batman, mais c'est une ville inventée par Lovecraft et qui ressemble évidemment à sa ville de Providence. Mais donc oui, il y a plein de références encore aujourd'hui de l'œuvre de Lovecraft qui continue d'ailleurs. Il y a le jeu de rôle aussi, on n'a pas parlé du jeu de rôle, mais moi j'ai découvert Lovecraft au début des années 90 en jouant à l'Appel de Cthulhu. Et c'est grâce au jeu de rôle l'Appel de Cthulhu que je me suis rendu compte qu'il existait un auteur qui s'appelait Lovecraft. Et ce jeu de rôle est encore aujourd'hui un des jeux, Miroslav Dragan, Michel Dufresne pourra le confirmer, mais je pense que c'est un des jeux de rôle encore ceux qui remportent le plus de succès à l'heure actuelle. Quelle nouvelle est-ce que tu conseilles pour une entrée en matière dans Lovecraft? Je pense que je conseillerais quand même l'Appel de Cthulhu, parce que déjà le texte n'est pas très très long, donc voilà, c'est accessible. Ça représente assez bien la structure de narration de Lovecraft avec des extraits de textes qui viennent d'ailleurs, une enquête qu'on suit, il y a plusieurs personnages. Et puis il y a ce monstre de Cthulhu qui explique assez bien l'idée de Lovecraft, c'est-à-dire ces monstres qui viennent d'ailleurs, qui sont extraterrestres probablement, et qui ont encore une influence sur les petites choses que nous sommes, nous les êtres humains. Donc à mon avis, l'Appel de Cthulhu, mais c'est toujours compliqué parce que si quelqu'un lit ça et n'aime pas, après je serais embêté, j'ai pas envie du tout de me planter, mais je pense que l'Appel de Cthulhu, c'est la porte d'entrée la plus intéressante, c'est la porte d'entrée sur l'univers de Relié, évidemment. Et puis c'est le nom le plus amusant à dire en librairie, en plus. Oui. Parce que s'il avait de l'humour, peut-être qu'il a pensé à ça. Il s'est dit, quand ils iront en librairie... Alors ça, moi je pense qu'un des indices de l'humour de Lovecraft, c'est déjà les noms qu'il utilise. Et là, pour le coup, on sait comment il faut prononcer Cthulhu. Moi, je dis Cthulhu. Mais Lovecraft a écrit dans une lettre que c'était Cthulhu.
C'est plutôt un chutl. C'est comme ça qu'on devrait le prononcer. Et il a écrit vraiment phonétiquement. Vous ne vous moquez pas de moi. Allez voir dans les lettres de Lovecraft. Et puis, l'autre indice que Lovecraft rigolait peut-être aussi un peu, même si il était très sérieux par rapport à son écriture. Mais quand il parlait de ces récits qu'on appelle aujourd'hui le mythe de Cthulhu, une expression que Lovecraft n'a jamais utilisée, lui, il parlait de Yog-Sothoth. Parce que la créature la plus importante de son univers, c'est Yog-Sothoth, et lui parlait de ces Yog-Sothoth. Et je pense qu'un auteur parle de sa propre œuvre sous le terme de Yog-Sothoth, c'est qu'il le fait en souriant un petit peu, au moins du coin des lèvres. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu écrire des livres, mais je sais depuis que je suis tout petit que j'ai aucune imagination, et c'est pour ça que je suis devenu journaliste à la base. Je voulais devenir journaliste quand j'étais en fin de primaire, donc c'est vous dire, tout simplement parce que je savais déjà à l'époque que j'avais aucune habilité à inventer des histoires. Par contre, je pensais modestement pouvoir raconter celles des autres. Et journaliste, c'est ça. Le monde me donne des histoires vraies que je dois raconter, et ça, je pense que je suis capable de le faire. C'est pour ça que je ne suis pas du tout un écrivain. J'ai publié des livres, mais c'est pas la même chose, et j'ai écrit des essais. Là, je me débrouille bien. On me donne l'histoire des Doors, de Kiss, ou de Lovecraft, ou de Stephen King. Ça, je peux écrire les histoires des autres, mais me lancer dans une pure fiction, j'adorais, vraiment j'adorais. Mais je pense que j'en ai pas les compétences. Je pense que je pourrais écrire un texte, j'y arriverais, mais j'ai pas du tout assez d'imagination pour le faire. Et en plus, j'éprouve tellement de respect pour les romanciers et les écrivains qui sont mes héros que je vois pas comment je pourrais apporter quelque chose de plus. Alors peut-être que ça viendra, mais je vais bientôt avoir 50 ans, donc je pense que je commence à devenir déjà un vieux, je ne sais pas. Mais oui, j'adorerais, mais j'y pense même pas parce que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est au-delà de mes capacités.